Bonsoir, bienvenue. Bienvenue à Raw Material Company, un centre pour l'art, le savoir et la société. Je m'appelle Philly Gay. Et à côté, on a Marie Cissé et l'ensemble de l'équipe de Raw Material, les Amazones, ainsi que Omar Koné. Soyez les bienvenus et bienvenue au programme Raw Politique Culturelle qu'on a pensé ensemble avec Aboubacar Demba Sissoko, journaliste critique d'art. Et pour ce programme, on a pensé que c'était important parce qu'on avait beaucoup de questions autour de la politique culturelle, l'histoire, les vécus et aussi un format de masterclass pour pouvoir comprendre ce qui a eu lieu et comment on se retrouve aujourd'hui là où on se trouve en termes de politique culturelle et qu'est-ce qu'on définit comme politique culturelle. Alors, pour le thème d'aujourd'hui, c'est le Festival mondial des arts nègres, 60 ans après, traces, actualité et perspectives. Et Cisco? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, on a lancé un cycle de réflexion, d'échange sur les politiques culturelles depuis plus de 60 ans, depuis 1960 et un peu avant. Et on a pensé donc utile de faire un arrêt sur le Festival mondial des arts nègres. Il y a 60 ans, demain c'est le 24 avril, et il y a 60 ans, le 24 avril, c'était la clôture du premier Festival mondial des arts nègres, puisqu'il s'est déroulé du 1er au 24 avril. Donc il était important d'inscrire ce programme dans cet intervalle. Et le film que vous allez voir est un film qui a été fait avant le festival, qui présentait Dakar, qui présentait le Sénégal, historiquement, culturellement et autres. Et il a été réalisé par Ponin Soumanou Viera, qui était le directeur des actualités sénégalaises. Et c'est un film de 25 minutes. Et ensuite, j'aurai une discussion avec Ibrahim Awan. Bon, on fera le contenu de la discussion en marchant. Donc, je vous souhaite une bonne projection et on se retrouve dans 25 minutes. Merci. C'est Ponin Soumanou Viera qu'il faut applaudir. Hein. C'est lui qui a réalisé ce film. Alors, je vais appeler Ibrahim Awan. Ce que nous a présenté le reportage, c'est un peu ce catalogue qui a été fait avant le festival. Parce qu'il y a eu, on va dire, 2-3 catalogues. Il y a eu ce catalogue avant le festival pour présenter le programme, les orientations du festival. Et il y avait un deuxième, il faut plonger dans les archives. Ça, c'est le catalogue sur l'exposition. Pour présenter les œuvres, l'exposition dont le reportage a parlé. Et il y a eu un autre catalogue, bon, je n'ai pas trouvé dans mes bagages, mais parce qu'il y a un peu de... il y a eu un catalogue après le festival qui a été une sorte de rapport de tout ce qui a eu lieu pendant ces 24 jours de manifestations, d'événements, de spectacles. On a parlé de son et lumière à Gorée. Et j'aimerais ajouter, avant de présenter Ibrahim Awan, bon, beaucoup d'entre vous connaissent ici. J'aimerais ajouter quelques chiffres sur le festival. Le budget estimé était de 150 millions de francs CFA. 37 pays étaient là, dont 30 Africains. 2500 artistes du Brésil, des États-Unis, d'Haïti, de Trinidad, du Royaume-Uni, de la France, en plus des pays... des 30 pays africains. 425 journalistes ont couvert le festival, venant de 40 pays, 17 africains. Le musée dynamique a reçu 20 000 visites
Le village artisanal de Soumbédioune a reçu 15 000 visites. Le spectacle Son et Lumière de Gorée, dont il a été question dans le film, a reçu 23 500 spectateurs. Et les prix des entrées aux différents spectacles variaient entre 300 et 1500 francs CFA. Il faut ensuite ajouter avant que ça se tienne en 1966, il a été reporté à 3 reprises, puisqu'il était prévu en 61, en 63 et en 65. Je vais en discuter avec Ibrahim Ouane. Ibrahim Ouane porte lettre à l'université Cheikh Anta Diop, qui a co-dirigé la rédaction des actes de ce colloque tenu en 2016 pour les 50 ans du festival, qu'il a co-dirigé avec le professeur Saliou Mbaye. On va être d'abord didactique, Ibrahim Ouane, c'est dans quel contexte se tient ce festival en 1966? Qu'est-ce qui l'a amené? Qu'est-ce qui en a été à l'origine? Bonsoir. Bon, la première chose que je dois dire, c'est que je n'étais pas là. Voilà, donc, bon, le contexte est assez connu, je pense que c'est les deux conférences. La conférence de Paris, de la Sorbonne 1956, premier congrès des étudiants artistes noirs, dont on va célébrer cette année les 70 ans. Donc, en septembre prochain, il y aura un gros événement qui célèbre les 70 ans de la conférence de la Sorbonne 1956. Bon, j'en profite, c'est pas encore la pause publicitaire, mais c'est utile. Donc, c'est avec les mêmes dates de 56, en 56, c'était du 19 au 22 septembre à Paris. Sauf qu'en 2026, ce sera le 19 à la Sorbonne à Paris, mais les 20, 21 et 22, ce sera à Dakar, précisément au Musée des civilisations noires. Donc voilà, on rapatrie le congrès des écrivains artistes noirs. Et c'est de ça l'esprit du 66, parce que le congrès est suivi 3 ans après de la deuxième édition, la seconde édition. C'est le même congrès qui se tient à Rome en 1959 et qui a plusieurs conclusions. Mais les deux les plus importantes qui vont nous mener en 1966. La première conclusion, c'est que les écrivains artistes noirs ne sont pas obligés de se réunir en Europe. Si c'est pour parler du monde noir, il faut qu'ils pensent à se réunir en Afrique. Ça, c'est la première conclusion. La seconde, ils ne peuvent pas se contenter de parler théoriquement de l'art africain, de la culture africaine. Il faut que cette culture soit montrée et qu'elle soit illustrée. Donc on passe, de Paris, Rome, en Afrique. 2, on passe de conférence à festival. Donc c'est dans ces conditions-là que le festival a été organisé. Évidemment, pourquoi précisément Dakar? Parce que parmi les participants de Paris et Rome, bon, il y en a un qui est président d'un État, quelques années après, c'est l'imposteur Senghor. Évidemment, il y a également le président de l'association des festivals, c'est également Aline Diop. Donc il y a eu des conditions qui ont fait que le choix de Dakar s'est imposé pour abriter la première édition du festival mondial. Voilà. Donc c'était donc il y a 60 ans, c'était sous le haut patronage de l'UNESCO, il y avait le soutien de l'État français, des États-Unis, évidemment le Sénégal qui a abrité la manifestation. Je dois entre parenthèses remercier la direction de la cinématographie qui a mis à notre disposition ce film restauré de Paulin Soumanou Vieira. Et il y a 2 choses qui n'ont pas changé, c'est la cathédrale et la grande mosquée de Dakar, qui sont restées identiques qu'on a vu dans la grande mosquée a été inaugurée 2 ans avant, exactement en 1964. On a vu aussi l'inauguration du théâtre Sorano en 1965, là où donc ça c'était déjà inauguré en prélude au festival. En quoi est-ce que ce festival était important en 1966, 6 ans après les indépendances? C'était pour illustrer, oui, mais pour un jeune État indépendant, ça devait aussi servir à quelque chose. Oui, ça pose. Je veux demander un petit mot sur le film. Juste un petit mot, parce que je pense que chaque image du film évoque quelque chose. Pour chacun de nous, les architectes vont voir le Dakar, etc. Moi, je parle de cinéma. Bon, moi, je suis littéraire, comme tu l'as dit. Il y a une sorte de mise en abîme. On montre du cinéma dans le cinéma. Et il y a 2 films qu'on a montrés là-dedans. L'un, c'est un film de Paulin lui-même. Donc, c'est Lambe. Là, on montre la lutte sénégalaise. C'est un film que Paulin était en train de faire ou qu'il avait fini de faire
Et c'est important d'en parler parce que ce film il est primé au Festival mondial des arts nègres. Donc le film Lamb reçoit la mention spéciale dans la catégorie film documentaire sur le monde noir. L'autre film qu'on montre, c'est celui de Sembène, Wéhi Cosaan, qui est sa deuxième fiction après Borom Saret. Bon, il n'est pas primé directement, mais Sembène, parce que Sembène est primé pour le cinéma avec La Noire 2, mais il est également primé pour le prix du meilleur roman. Et justement, le meilleur roman, c'est Blanche Genèse qu'il tourne là, qui devient Niaï dans le film qu'on a montré. Voilà. Donc, je pense que c'est important de parler de ces deux-là. Bon, on voit Iba Ndiaye également, artiste plasticien à l'école, qui est primé pour l'ensemble de sa carrière, qui reçoit un prix spécial pour l'ensemble de sa carrière. Donc, je pense que c'est l'autre film primé, c'est La neige n'était plus de Ababakar Samb, un court-métrage. Voilà, c'est ça. Bon, Sembène reçoit aussi le prix avec Costa Diagne, guinéen, le prix du premier film de jeune réalisateur. Donc, il reçoit ça exactement. Alors, bon, je pense que le festival a servi à positionner Dakar comme une plaque tournante, donc à construire le leadership de Dakar. Il y a évidemment un héritage qui était là. Dakar était déjà la capitale de l'AOF. Dakar abritait déjà le Grand Théâtre, le Théâtre du Palais. Dakar abritait l'école William Ponty, qui est un creuset du théâtre, notamment la culture en Afrique de l'Ouest depuis les années 50, depuis les années 30, depuis au moins la direction de Charles Béat. Dakar abrite les premières grandes salles de cinéma de l'Afrique de l'Ouest. Donc il y avait déjà à partir des années 1920. Mais c'est avec le festival que Dakar se positionne véritablement comme la capitale, l'une des capitales africaines auprès de la capitale africaine de la culture. Je pense que ce festival a fait de Dakar incontestablement le leader à l'époque, la locomotive au plan africain, au plan international, puisque comme on le sait, le festival accueille l'Afrique, mais pas que l'Afrique, 30 pays africains, mais 7 pays qui ne sont pas l'Afrique, qui sont les États-Unis, qui sont la France, qui sont l'Allemagne, qui sont l'Union soviétique, Haïti. Voilà, donc ce festival positionne incontestablement le Sénégal, qui va aller faire des émules, notamment avec les aïeux de Mobutu, qui a carrément copié, fait de Senghor un peu son modèle dans le domaine de la politique culturelle. Et ce n'est pas le seul pays. Sa fameuse politique de l'authenticité de l'ex-Zaïre. Qu'est-ce qui reste de ça, de ce positionnement de Dakar comme capitale culturelle, 60 ans après? Bon, il y a beaucoup de choses qui restent. Déjà, peut-être les bâtiments d'abord. Le théâtre national de Sorano est encore là. Le musée il est là, il n'est pas là en même temps, puisque le bâtiment est bien là, mais c'est la Cour suprême depuis une trentaine d'années. C'est pas directement lié au festival, mais il est inauguré la même année. L'établissement sont les manufactures des arts décoratifs de Thiès. Décembre 66. Et un autre bâtiment qui est pour moi important, qui n'est pas directement lié en 1966, mais qui est en même temps lié en 1966, mais c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'ancien palais de justice, qui était un palais de justice relativement neuf, en tout cas fonctionnel, qui a accueilli la grande exposition d'art moderne. Bon, on parle beaucoup de l'exposition du musée dynamique, puisque le musée dynamique était construit à la limite pour le festival mondial, ou en tout cas en perspective du festival mondial. Mais c'est l'ancien palais, qui était palais de justice fonctionnel, qui a accueilli l'exposition d'art moderne, dont Iba Ndiaye était justement le commissaire. Alors, je pense qu'il y a un lien forcément avec la vocation que l'ancien palais de justice a aujourd'hui. Donc, le centre de la Biennale de Dakar, depuis presque une décennie, après avoir abrité une première exposition en 2002, on oublie celle-là, il y a une première exposition, le commissaire invité en 2002, et en 2016, c'était le site principal de l'exposition internationale depuis 2016, 2018, etc. Je pense qu'il y a une histoire donc, entre finalement les arts et la justice au Sénégal. C'est le sujet d'une thèse. Voilà, c'est ça. Voilà, oui, déjà il y a ça. Bon, je sais pas, on peut continuer. Il y a eu naturellement le deuxième festival à Lagos. C'était 11 ans après, mais c'était une demande de rééditer le festival, c'est que le Sénégal n'a pas fait. On pourrait discuter, ce que l'on pensait Senghor, pourquoi le festival n'a eu lieu que 11 ans plus tard et à Lagos. 2010 à Dakar. Ça relevait d'une demande, ça relevait d'une résonance aussi. C'est plusieurs personnalités qui pendant longtemps ont écrit, ont évoqué 1966 en disant qu'il faut le deuxième ou le troisième, parce que c'est aussi un débat, pour certains c'était le deuxième, pour d'autres c'est le troisième. Lagos étant un festival très particulier. L'autre résonance, mais c'est la Biennale de Dakar, aussi, ça, il faut aussi le dire. La Biennale de Dakar est née en 1990
comme Biennale des Arts et Lettres, et puis est devenue deuxième édition, donc première édition réservée aux lettres, deuxième aux arts. Ensuite, à partir de 1996, c'est devenu la Biennale de l'art africain contemporain. Mais quand on l'a lancé en 1990, un quart de siècle après le Festival mondial, l'idée était claire, il s'agissait de se repositionner sur la scène africaine internationale avec un événement qui était en écho au Festival mondial. Et d'ailleurs, la coïncidence n'était pas fortuite. Léopold Sédar Senghor a quitté le pouvoir le 31 décembre 1980. Sa première sortie publique, c'était le 14 décembre 1990, à l'ouverture de la Biennale, de la première édition, celle des lettres. Donc, et Abdou Diouf, dans son discours, son successeur disait: vous avez eu raison de dire que la culture était au début et à la fin du développement. Donc la Biennale, c'est une résonance quelque part. Il y a beaucoup de récits, beaucoup d'histoires autour de la Biennale. Mais ce qui est constant, c'est que quand même, ça répondait quelque part au Festival mondial des arts. Et qu'est-ce qui s'est passé justement entre 1966, on va revenir sur 1969 aussi, le Festival culturel panafricain, et puis Lagos en 1977. Mais qu'est-ce qui se passe entre 1966 et 1990 pour qu'on sente le besoin de repositionner Dakar? Alors là, je ne sais pas s'il y a un économiste dans la salle, mais c'est aux économistes de prendre la parole. Bon, ce qui s'est passé, c'est que dès la fin des années 60, début années 70, il y a la crise économique donc, internationale, aggravée chez nous par la sécheresse, etc. Donc, les programmes d'ajustement sont enchaînés. Senghor dit en 1973, fête de l'indépendance, il dit la fête est finie. Maintenant, il va falloir être beaucoup plus réaliste. Il va falloir gérer les équilibres. Et beaucoup de projets ont été envoyés, notamment celui du musée dont on va peut-être parler, puisque les conditions n'étaient pas favorables. Donc, dans les années 80, c'est un autre pouvoir qui arrive, c'est Senghor qui laisse le pouvoir à Abdou Diouf en disant qu'il va faire les réformes économiques qu'il faut faire. Donc, il y a eu un contexte de crise, il y a eu un contexte de reflux dans certains points de vue, mais qui pour moi n'est pas que négatif. Ça a donné d'autres réflexes, ça a amené d'autres stratégies, ça a donné d'autres inspirations, dont il faut aussi parler, je pense. Parce que souvent on fait une division binaire, je l'ai souligné la dernière fois ici, Senghor 1960-1980, l'âge d'or de la culture, 1980-2000, désert. Bon, je pense que c'est faux quand même. Mais il y a eu un contexte, en tout cas, d'abord économique, qui a expliqué un peu ce repositionnement, pour ne pas dire ce retrait par rapport à une certaine présence de l'État comme impulseur, comme principal bailleur, comme direction dans le domaine de la culture. En 1966, donc c'est le Festival mondial des arts nègres, mais dans le premier plan, je crois quadriennal, 1961-64, la culture avait occupé une place. Est-ce qu'on peut considérer, bien que le festival est organisé à la fois par l'État du Sénégal, la France, les États-Unis, l'UNESCO, que 66 est un élément, peut être considéré comme un élément qui concrétise un peu ce plan, un élément de ce plan quadriennal, puisque le festival était programmé 3 fois et a été reporté en 61, 63 et 65. Est-ce qu'on peut considérer le festival comme un élément de ce plan? Oui, ça c'est clair, puisqu'il fallait pour ce festival-là, pour qu'il puisse se dérouler en Afrique, il fallait les établissements pour l'accueillir, les infrastructures, les budgets pour l'accueillir. C'était très clair. La preuve, le musée dynamique, c'est affirmé. Il fallait le musée dynamique pour pouvoir faire une exposition d'art à la dimension de ce qu'on voit ailleurs dans le monde. C'était un défi très clair. Le théâtre Sorano également, les travaux étaient lancés dans cette perspective-là. Le théâtre Sorano a remplacé le théâtre du Palais, démoli en 1963. Il fallait avoir un théâtre avant 1966. Donc effectivement, cet événement était un élément important dans la nomenclature politique de Senghor. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne pensait pas, après avoir réussi le festival, il n'était plus dans la perspective, contrairement à beaucoup d'autres, de refaire, etc. Il pensait qu'il y a des choses, on les fait une fois, et ça c'est le déclic, on passe à autre chose. Donc effectivement, le festival a été structuré, donc pour cet environnement-là, ça a touché beaucoup d'aspects. L'hôtellerie, l'hôtel Ngordiarama, le village artisanal. Donc il y a énormément de choses que le festival a permis de faire tourner, donc
de mettre en place. Et c'est pour ça qu'il y avait souvent cette formule-là, parce que ça, c'est des investissements importants. Tu as parlé de 150 millions comme budget prévisionnel, c'était au moins 600 millions à l'arrivée. Donc, ça a été un débat. Si vous revoyez les archives, le commissaire général, à l'époque, quand on l'a interrogé sur le budget, c'est ce dépassement. Il disait qu'en culture, il n'y a pas de perte. Donc, pour dire que le gain était tellement important qu'on ne pouvait pas se mettre à chiffrer des dépassements budgétaires. Donc, et c'est pour cela que Senghor disait souvent la culture est au début, à la fin de vraiment ce débat sur l'économie, urgence, etc. Qui s'est posé même à la construction de Sorano. 400 millions à l'époque, est-ce qu'il fallait le mettre dans un bâtiment ou est-ce qu'il fallait le mettre dans l'agriculture, dans la santé, dans l'éducation? Donc, c'est souvent des débats. Et le débat s'est aussi posé à la pose de la première pierre du CICES en 1968, quand tout l'argent vient. Il y a la crise de 68 aussi, mai 68, qui a eu un impact aussi sur le déploiement de cette politique-là. Mai 68, à la fois crise estudiantine, mais crise sociale aussi. Ça a certainement dû avoir un impact sur le déroulement, en tout cas le déploiement de cette politique. Oui, et l'intérêt de cette période mai 68, bon, il y a aussi le dialogue. Alors, il y aura un mouvement qui était déjà, Senghor était passé, c'était ça aussi à l'époque. Si on revient même en 66, sur le palmarès de 66, il y a quelqu'un qui s'appelle Charles de Diop, qui a le prix de l'écrivain dont l'œuvre a plus marqué avec Dubois, la conscience du monde noir. Mais en 68, la génération des Diallo Diop, Babou Diop, voilà. Babou Diop, il s'oppose à Senghor. Pas seulement sur le plan politique, mais sur son terrain favori, le plan culturel. Et ça, c'est très intéressant, notamment avec la négritude. Et il y a une esthétique, effectivement, qui est promue. Bon, 66, 68, c'est aussi le contexte de la grande révolution culturelle prolétarienne chinoise aussi. Donc, avec ses influences. Et il y avait donc un mouvement contre la négritude de Senghor, contre le théâtre à l'italienne, contre l'école de Dakar, avec ses airs, etc. Donc, il y a tout un bouillonnement culturel et politique qui nous fera forcément évoquer Agitar, Madio Blondin. Donc on connaît surtout les textes politiques. Le front culturel aussi. Voilà, le front culturel. Les clubs culturels, ensuite le front culturel qui arrive dans ce sillage-là. Donc il y a également une opposition politique qui affronte Senghor également sur le terrain culturel. Et ça donne des débats et des œuvres intéressantes, dont on a toujours les échos d'ailleurs aujourd'hui. Pas seulement des témoins et des acteurs, mais les œuvres elles-mêmes ont voyagé, ont eu d'autres significations, sont entrées même dans la musique populaire ou dans le théâtre populaire, sans qu'on s'en rende compte, et quelquefois à l'insu des œuvres elles-mêmes. Alors, je vais poser une dernière question avant de donner la parole au public. C'est, là, on a parlé du musée, bon, le musée des civilisations, c'est... Ah, mais c'est vrai, je ne suis pas un bon élève là. Alors, on m'a signalé la présence d'une voiture qui gêne à côté. Il y avait dans le programme d'infrastructure, le musée, il y avait aussi la Cité des Arts de Senghor, qui n'a pas abouti. Bon, on va avoir ici, dans le cadre de ce programme, un débat sur l'école des arts. Mais quelle était l'ambition de Senghor avec la Cité des Arts qui était prévue sur la corniche? En tout cas, un de ses conseillers avait donné la formule Dakar devait être l'Athènes de l'Afrique. Je ne sais pas si c'est la bonne image. En tout cas, bon, c'était il y a quand même 50 ans, mais c'était ça un peu. Pour dire qu'il fallait que ce soit le phare. Effectivement, le musée dynamique, il est inauguré à l'ouverture du Festival mondial le 31 mars. C'est l'exposition qui se tient la veille. Et c'était considéré comme la première pièce de ce que sera la Cité des Arts. Donc il fallait y aurait toute une cité autour du musée, donc à Soumédioune, actuel emplacement, donc Magic Land, tout ça, le port de pêche, donc tout ça. Finalement, le projet a évolué pour aller surtout autour de Rebus, autour de l'école des arts et tout ça. Je pense que ce n'est pas par hasard d'ailleurs que Wade, qui a repris quelque part ce projet, Senghor, ait choisi à l'époque de poser la première pierre du musée des civilisations là-bas, sur la corniche. Donc je pense que ce n'était pas un hasard. Donc il y avait un projet qui n'a pas pu voir le jour, puisque Senghor
remis dans le 4e plan, après dans le 5e, son dernier plan. Et finalement, le projet n'a pas vu le jour. Et je pense que Wade, c'est ce que Wade a retravaillé pour proposer un parc culturel à Surnos, avec 7 ouvrages qui seraient le Grand Théâtre, le Musée des Civilisations, l'École des Arts, l'École d'Architecture, la Maison des Archives, la Maison de la Musique, etc. Je pense que c'était quelque part une relecture de la Cité des Arts que Senghor prévoyait de faire sur la Soumédune et sur la corniche ouest. La problématique de l'École des Arts se pose toujours. Oui, et depuis, on n'a pas construit l'École des Arts. Donc il y avait ce projet. L'École des Arts était d'abord à la Maison des Arts du Mali, au Théâtre du Palais, ensuite sur la corniche. Le projet n'a pas vu le jour. Elle s'est retrouvée un peu partout dans Dakar, Conservatoire Petersen, ici au Point E, route de Rufisque, etc. Donc aujourd'hui sur la Belém. Donc l'École des Arts cherche un point d'ancrage dans Dakar et dans le Sénégal depuis 60 ans. J'avais lu dans une note que dans le parc culturel de Wade, qui partait de là où se trouve le cinéma Canal Olympia jusqu'à la gare, et que le lieu de Canal Olympia était le lieu prévu pour l'École des Arts et puis la suite, ce qu'il a appelé les 7 merveilles. Bon, on en a 2, c'est pas mal, c'est près le tiers. On a le Grand Théâtre et puis le Musée des Civilisations noires qui répond vraiment à sa vocation. Moi j'ai d'autres questions, mais je voulais passer la parole au public. Il y a des témoins ou des acteurs. Oui, des acteurs dans le public. Ouais. Même des coupables. Bon, on n'est pas au tribunal. Oui, c'est le courage. Merci beaucoup, merci prof. Moi c'est Dr Amadou Dramé, je suis chercheur à l'IFAM. Vous avez un peu parlé du contexte, le contexte sénégalais, le contexte politique du Sénégal, mais à l'échelle africaine aussi, parce que durant cette même période, on a eu le festival panafricain d'Alger, qui était aussi dans le contexte de rivalité politique ou de positionnement par rapport à cette question de décolonisation qui était toujours d'actualité. Est-ce que, voilà, comment vous pouvez revenir sur cet aspect aussi, qui était aussi un positionnement par rapport à Senghor, Alger. Merci. Bonjour à tout le monde. Ibrahim Faye de l'IFA. Moi j'ai juste 2 questions. D'abord, j'aimerais entendre le professeur Wan sur ce que moi je pourrais qualifier des ratés du FESMAN. Qu'est-ce qu'il pourrait appeler les ratés du FESMAN et qui a empêché un peu la machine de la politique culturelle, qui a enrayé un peu la machine de la politique culturelle du Sénégal. Ce qu'il pourrait appeler les ratés du FESMAN. Et deuxièmement, dans le film, il y a 2 expressions qui ont attiré mon attention. Le recueillement de l'art nègre, mais aussi le renouvellement des arts traditionnels. Comment on pourrait qualifier l'articulation de ces 2 expressions? Ne peuvent-ils pas être considérés comme une contradiction par rapport au projet du FESMAN, oui ou non? Merci. Bon, avant la 3e intervention, je voulais juste faire une petite parenthèse sur la dénomination FESMAN. On en parle depuis quelques jours là. Pour le premier Festival mondial des arts nègres, FESMAN n'est pas un terme approprié. C'est parce qu'on a tenu un Festival mondial des arts nègres en 2010 avec Wade et qu'on a eu comme sigle FESMAN, que, puisqu'on a dit 3e, on fait référence comme le premier de 1966, c'était FESMAN. Dans les documents, dans de rares documents, entre parenthèses, on mettait F-M-A-N. Et même, c'est même pas tous les documents.
Voilà, et donc ça, je pense que c'est un abus de langage. Le premier festival mondial des arts nègres, mieux vaut dire premier festival mondial des arts nègres, au lieu de dire FESMAN. Je voulais faire cette précision-là. Oui, le micro, là. Bonsoir, merci beaucoup. J'avais une petite question. Je suis Johanna Maccabi, je suis réalisatrice et je travaille spécifiquement sur La Noire 2. Et il y a quelque chose que j'arrive jamais à comprendre, c'est l'ambivalence de la relation entre Semben et Senghor, surtout plus tard dans la carrière de Semben, et le fait que pendant le festival, il y avait beaucoup de présence française et que La Noire 2 ait été récompensée. Donc j'aurais voulu avoir des précisions sur la réception du film notamment et des autres films présentés. Merci. Alors, Mariada a demandé le micro ici. Bonsoir. Je voulais simplement préciser quelque chose d'important. Le premier festival des arts nègres, effectivement, n'est pas le FESMAN. Bon, ça, je ne vais pas m'étendre sur ça. Et deuxièmement, ce festival est en fait le résultat d'une initiative de la Société africaine de culture qui a été créée à l'issue du premier congrès des écrivains et artistes noirs de 56 et surtout à l'initiative de Alioune Diop, fondateur de Présence africaine. Et il se trouve que Senghor, en bon intellectuel, a validé donc cette proposition qui avait été faite par la Société africaine de culture. Et c'est donc grâce justement à l'appui, à la validation de Senghor que ça a eu lieu. Mais je dois préciser également, grâce aux initiatives et aux pressions d'intellectuels antillais, dont Aimé Césaire, et également d'intellectuels noirs américains qui ont, après la création de la Société africaine de culture, créé l'AMSAC, c'est-à-dire l'antenne américaine de cette société qui, à l'heure actuelle, est la CAC, la Communauté africaine de culture, présidée par Wole Soyinka. Et j'ai pris la parole parce que je voulais qu'on précise tout ça. Le geste de Senghor a été très important sur le plan politique et a permis donc également, grâce à son prestige d'intellectuel et également de cofondateur du mouvement de la négritude, de pouvoir organiser donc ce festival qui, je le répète, est une initiative de la Société africaine de culture. Voilà. Merci. Là, bon, elle ne veut pas le dire, mais elle est la fille de Alioune Diop. Voilà. Il faut le dire. Elle ne peut pas le dire, mais nous pouvons le dire ici. C'est la fille de Alioune Diop. Alioune Diop, dont la générosité intellectuelle a permis la publication d'œuvres importantes. Il n'y aurait pas eu Nation Nègre et Culture, en tout cas en 1954, si Présence africaine n'avait pas publié. L'essentiel des ouvrages de Cheikh Anta Diop ont été publiés, Présence africaine, et puis tous les classiques de l'époque, Sundiata, l'épopée Mandingue, Sous l'orage, ces œuvres-là, je ne reviens pas là-dessus. Donc une revue d'abord, et puis une maison d'édition. Lui, il s'est effacé au profit des autres. Donc il fallait bien parler de Alioune Diop, dont le centenaire de la naissance a été célébré ici à travers un colloque. Il y a une rue, il y a une plaque qui a été posée à Saint-Louis, devant la maison où il a passé une partie de son enfance, à Sud, au quartier Sud, à Sindone. Voilà. Je crois que Alioune Diop mérite qu'on reparle de lui à d'autres occasions parce qu'il a été important.
Oui, une dernière avant qu'on réponde à cette... On répond d'abord à cette première série, ensuite on... Je vais répondre aux questions les plus faciles ou à toutes les questions. Alors, le panneau, je vais essayer de suivre maintenant d'abord les gens le font. Oui, le PANAF, je pense que l'île du PANAF d'Alger est déjà né au festival de 1966. Il y avait déjà une réaction, il y avait déjà ce débat sur la négritude. Et je pense que c'est là, parce qu'il y a des traces dans les débats, dans le colloque, parce qu'il y a quand même eu un colloque de 8 jours. Hein. Le colloque s'est ouvert le 30 mars, juste la cérémonie d'ouverture. Du 31 mars au 7 avril, c'était le colloque. Donc, ça, c'est des choses qui n'existent plus. 8 jours de colloque dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale actuelle. Et donc, la négritude était au cœur de ce débat, puisque, comme le dira Césaire, c'était les états généraux de la négritude. Ce qui n'agréait pas tout le monde. Et tout ce qui a une idée de faire un festival qui ne soit pas celui de la négritude, qui ne soit pas seulement celui des Africains ou des Noirs. C'est comme ça que le festival d'Alger est né. Et il y a eu des débats chauds à Alger, puisque ce discours était déjà préparé, il était là à Alger, c'était le discours dominant, et le Sénégal était à Alger. Il y a eu des chocs à Alger, ça aussi c'est connu. Donc, même dans le dernier livre que Mamadou Diouf a fait, il revient un peu avec même le poème de lui par Younoussé. Et par exemple, la Guinée, la République de Guinée, donc, communément Guinée-Conakry ou Guinée-Sékou Touré. La Guinée n'était pas à Dakar, la Guinée n'était pas au festival de 66, Guinée, pays frontalier, n'était pas à Dakar en 66, pour des raisons évidentes. Donc, divergence politique, en tout cas, ou alors divergence entre les deux hommes, en tout cas, la Guinée n'était pas à Dakar, et ce n'était pas pour des raisons artistiques, ce n'était pas pour des raisons techniques, c'était lié à des divergences. La Guinée est la vedette, le pays ouest-africain vedette à Alger. La Guinée remporte presque toutes les médailles dans le domaine de la musique, du théâtre, etc. Donc c'était quand même... Et ironie du sort, les deux festivals ont fait leur anniversaire presque au même moment, parce que le Sénégal avait prévu de faire le festival mondial en 2009, le troisième, ou le FESMAN, le fameux FESMAN en 2009, qui est passé en 2010, mais 2009 c'était les 40 ans, il y a eu une grande célébration des 40 ans du festival panafricain d'Alger. Donc voilà, le combat ça a continué, même 40 ans après, le coup d'à coup a continué. Mais vous verrez que le PANAF, c'est comme je dis avec Senghor, le PANAF ne s'est pas refait. On a commémoré les 40 ans du PANAF, mais ça n'a pas continué comme un festival qui se tenait tous les 2 ans, les 4 ans, ou etc. Alors, le FESMAN, donc, c'est réglé, c'était le premier festival mondial des arts. Et quand vous écoutez les archives de la radio, s'ils veulent faire court, ils disent le premier festival, parce que c'est long, mais il n'y a pas de sigle. Donc, le sigle il est venu après. Il est venu avec Lagos Festac, et puis Dakar 2010, troisième FESMAN. Mais puisqu'il y a troisième, à rebours, même sur des thèses, hein, on voit ça, le FESMAN de 1966, malheureusement. Même de grands chercheurs mettent ça, parce que pour eux, c'est évident. Troisième FESMAN, ça suppose qu'il y a eu deuxième et premier FESMAN. Mais le sigle est né dans le sillage de l'édition de 2010. Les ratés. Je ne sais pas si vous parlez du FESMAN que vous avez vécu ou du premier festival que vous n'avez pas vécu. Donc, du premier. Alors, je ne sais pas si on peut parler de ratés. Bon, on a beaucoup mis l'accent sur, évidemment, le succès. Bon, si ratés il y en a, en tout cas ce qui a été évoqué à l'époque, les questions posées aux organisateurs, notamment au commissaire national Souleymane Sidibé, c'était sur la participation ou la non-participation de beaucoup de pays. Pourquoi certains pays, bon, la Guinée c'était plus, mais il y a d'autres pays qui n'avaient pas de divergence, mais il y a des problèmes techniques de coordination et tout ça. Il n'y avait pas Internet, hein, il n'y avait pas de téléphone portable, etc. Donc il y a eu beaucoup de problèmes de coordination et d'information. Ce qui a fait que certains pays africains qui étaient favorables à une participation n'ont pas participé. Il y a eu des problèmes de programmation, hein, des reprogrammations, des changements de programme. C'est normal, c'était un gros événement avec toutes les disciplines, ce qui n'existe plus d'ailleurs. Tous les grands événements panafricains qu'il y a aujourd'hui, c'est Dakar, c'est les arts visuels, Bamako, c'est la photo, Ouaga, c'est le cinéma, Brazza, c'est la musique, Abidjan, c'est les arts de la scène. Mais un événement où il y a tout, et à l'époque, donc il y a eu beaucoup de problèmes techniques et autres. Ça c'est clair. Par exemple, Césaire, dans ses dernières impressions, dit c'était très bien, Senghor a réussi, il a donné corps à nos rêves, à nos combats et tout.
Mais la prochaine fois, il faut être plus sélectif dans le choix des pièces de théâtre. Bon, donc ça veut dire qu'il y a eu des problèmes. Mais ce qui a l'impression qui a été retenu, c'est plutôt d'avoir réussi ce rassemblement important pendant presque un mois à Dakar, d'une bonne partie de la créativité du monde noir. Au contraire, ça a servi de rampe pour le Sénégal et non au plan culturel. Après, au plan économique, il y a eu des conséquences, ça c'est clair. Au plan financier, il y a eu des conséquences de ce bilan-là. Certains font même le lien avec ce qui va se passer 2 ans après, notamment la question des bourses à l'université, quand on a fractionné les bourses, bon. Il y a eu des équilibres à gérer après, hein. Mais pas au plan artistique, ça a été plutôt une rampe de lancement pour le Sénégal. Est-ce qu'il y a une contradiction? Non, je pense que enracinement, ouverture, c'est que Césaire dit d'ailleurs, c'est enracinement et créativité. Il dit que le débat sur l'art africain, il est intéressant, il est important que les artistes africains fassent la critique, mais est-ce qu'ils la font à l'intérieur ou à l'extérieur? Il faut qu'ils regardent leurs traditions, il faut qu'ils regardent leurs acquis, mais c'est pour les renouveler, pour les dépasser. Donc ça, c'est un mouvement évident. Il faut s'appuyer sur les acquis pour se renouveler. C'est ce que Charles de Diop lisait. Quand on parle de Renaissance africaine, il ne parle pas de sciences et de technologie, hein. Il parle de musique, d'architecture, de littérature, d'art plastique, etc. Il montre comment ça peut être des leviers quand on arrive à tirer la quintessence de l'héritage, mais en le fructifiant, en le dépassant. Donc ça c'est le mouvement évident à la limite. On ne modernise pas les traditions des autres, on modernise ce qui nous appartient. Césaire a une très belle formule qu'il donne au festival, et dans son discours, je pense d'ici avril, au colloque, il dit que c'est enracinement, dépassement et épanouissement dans l'universel. Il résume un peu la voie qu'il voit pour l'art africain, la créativité en général. Sembène et Senghor. Bon, malheureusement, Sembène n'est plus là, Senghor n'est plus là. Effectivement, il y a des relations très complexes, il y a des relations très intéressantes. Sembène, c'est le militant communiste, assumé, membre fondateur de la section PAI de Marseille. Avant ça, des membres du Parti communiste français. Mais il quitte un peu les appareils plus tard. Quand il commence à faire du cinéma, il dit, bon, j'ai un support qui me permet de communiquer, qui est même plus fort que les appareils politiques. En 1966, il a fait une interview dans Dakar Matin en 1966, en disant, maintenant, désormais je milite à travers mon art. Donc, et il était dans des négociations avec Senghor, je veux dire, il reste le communiste, l'homme de gauche, etc., mais il est aussi cet artiste sénégalais, africain, qui parle à Senghor en tant que chef d'État, pas seulement en tant qu'un contradicteur. Donc ils ont eu ces rapports-là jusqu'à la fin de la vie de Sembène. Sembène intransigeant sur certaines choses, tout le monde connaît son franc-parler, tout le monde connaît son discours. De la même manière, il est aussi très réaliste quand il faut l'être. Donc je pense que c'est ces relations-là qu'ils ont eues, ambiguës. Sembène a dirigé l'association des écrivains du Sénégal. Senghor était là comme le grand parrain, hein, mais ils avaient se donnaient de petits coups. Je vois un compte rendu de réunion où Senghor les invite. Senghor n'est pas présent, mais c'est lui qui les invite à se réunir pour redynamiser l'association avec les piragos et tout. Sembène, à la sortie, a dit à celui qui l'a interviewé pour le soir, il dit, bon, c'est très bien, de Dakar Matin. Ici, on nous invite à dîner au moins, parce qu'ailleurs, bon, mais on ne sait pas à quelle sauce on sera mangé. Donc c'est très bien, parce que dans les autres pays, on emprisonne les écrivains, on les invite en prison, ici, on nous invite à dîner, mais demain, on ne sait pas à quelle sauce on sera mangé. Donc, c'est ça, Sembène. Quand il a sorti son film, il écrit au président Senghor pour faire la première, pour présider la première à Sorano ailleurs. Donc, le prix, c'est pas Senghor qui donne les prix, je crois, hein. Il y avait un jury. Je ne sais pas jusqu'à quel point Senghor influençait le jury, parce que j'ai lu quelque part où on disait que Senghor, pour son image, tenait quand même à ce que des gens qui ne lui étaient pas favorables soient primés. Mais je ne sais pas jusqu'à quel point ça a influencé, mais les jurys, c'était des personnalités. Par exemple, le jury qui a primé Charles de Diop, c'est les Césaire, c'est les Jacques Rabé Mananjara, c'est les Amadou Ampatéba, c'est les Bernard Radier, etc. Est-ce que Senghor leur donnait des coups de fil pour leur dire donner à Charles de Diop, ne donnait pas à tel? Je ne pense pas. Il y avait en tout cas des jurys constitués pendant des mois pour travailler, faire des sélections, des présélections, des sélections, etc. Officiellement, ce n'est pas Senghor qui a donné les prix, c'est lui qui les a remis à la soirée du 7 avril.
mais ce n'est pas lui qui a officiellement choisi qui devait être primé. Donc on pouvait être son opposant et avoir un prix. La présence de la France, oui, la France était au cœur du festival, ça c'est clair. Elle a soutenu financièrement, techniquement, artistiquement. Oui, Malraux, dont on a beaucoup parlé du fameux discours, ministre d'État français chargé de la culture. Jean Mazel, qui était quand même une des chevilles ouvrières du festival. C'était le réalisateur, le metteur en scène, à la limite du grand spectacle de Corée et de beaucoup de choses. Donc, effectivement, la France était là. Bon, et ça a été dit à l'ouverture, hein, que la présence de la France, de l'Allemagne, de l'Union soviétique, ça a montré que ce n'était pas une affaire de peau. Donc, ce festival dépassait les questions chromatiques. La négritude elle-même disait aussi ouverture sur le monde, etc. Donc, sans compter l'unicité du contexte qui faisait que ces soutiens étaient, et celui de l'UNESCO, étaient indispensables pour tenir à l'époque le festival. Ça, c'était clair. Et d'ailleurs, Souleymane Sidibé disait, pour quiconque voudrait faire le festival plus tard, la première question à régler, c'est la question de l'argent. Et des moyens, en tout cas, la question des moyens. Pour qui voudrait faire le festival dans une... Si on devait le faire dans un autre pays. Et lui disait qu'il fallait le faire au Sénégal. Après tous ces investissements-là, il fallait au moins faire 1 ou 2 éditions avant d'aller ailleurs. Oui, bon, je pense que j'ai souligné le rôle d'Aline Diop. C'est la SEC qui a organisé les conférences de Paris et de Rome. Mais c'est des conclusions de la conférence qui ont dit qu'il faut faire les prochains événements en Afrique sous forme de festival. Et la SEC a formalisé le projet de festival. Et ça a été porté par l'association des festivals, dont Aline Diop était le président. Et le premier vice-président, c'était Aimé Césaire. Donc il y avait une association du festival. Mais le festival ne peut pas se tenir s'il n'est pas accueilli et organisé par un État. C'est là où forcément la Senghor ne vient pas comme poète, mais comme chef d'État du pays qui accepte d'assumer l'organisation du festival. Mais le contenu étant évidemment celui de l'association du festival, comme je l'ai dit, qui est une association avec toutes les figures de l'époque, n'est-ce pas? La preuve, quand il y a eu des problèmes entre l'association et le Nigeria, on a vu ce que ça a donné. Donc l'État a pesé pour torpiller, parce que c'est l'État qui organise. C'est l'État qui assume les risques en fait pour organiser le festival. Et c'est pour ça que c'est resté 11 ans avant d'être organisé à Lagos, et ensuite combien d'années avant d'être organisé. Donc il faut trouver. Et au Sénégal, l'entente était facile. Aline Diop Senghor et Césaire, ce groupe travaillant depuis au moins la fin des années 40. Je pense que c'est ça qui a permis, malgré toutes les péripéties, de faire le festival au Sénégal en bonne entente, en tout cas entre tous les acteurs principaux. Je pense que c'était ça. Je voulais juste ajouter sur l'implication de la France. Il y avait d'abord un haut patronage. Et le haut patronage, c'était sous le haut patronage du général de Gaulle, du président Léopold Sédar Senghor, et des présidents des républiques africaines. Donc c'était sous le haut patronage. Ensuite, il y avait un comité d'honneur. Le comité d'honneur, c'est France. Il y a des représentants, il y en a 6. Il y a le Sénégal, et puis il y a l'UNESCO et autres pays. Ensuite, il y a le bureau de l'association du festival, dont je peux dire le nom des membres. Il y a Aline Diop, qui est le président, secrétaire général de la Société africaine de culture. Aimé Césaire, vice-président. Keita Fodeba, vice-président. M. Tiké, vice-président. Souleymane Sidibé, secrétaire général. Maurice Sonar Senghor, secrétaire général adjoint. Maurice Sonar Senghor, qui était le directeur du théâtre, d'abord du théâtre du Palais, du théâtre Sorano. Henri-Louis Valentin, secrétaire général adjoint. Premier conseiller de l'ambassade du Sénégal à Paris. Et Jean Mazel, expert du festival. Et puis il y avait un comité d'organisation. Dans le comité d'organisation, il y avait France, Sénégal, et un comité mixte de commissaires, France, Afrique, UNESCO. Donc c'était tout ce beau monde-là qui organisait, qui tenait la cheville ouvrière du festival. Deuxième round. Oui, là, d'accord, là. Ah oui, là. Après, on va terminer ici. Merci en tout cas pour vos interventions.
C'est que ce qui s'est passé, c'est que si je parle du film Les actualités sénégalaises de Paulin Soumanou Vieira, il y a la présence discrète de Alioune Diop, ne serait-ce que par l'exposition des masques. Il ne faut pas oublier que la présence africaine a été producteur du film Les statues meurent aussi. On essayait de dégager effectivement ces masques de sous les vitres, pour les exposer, et en disant que ce n'était pas la place des masques d'être enfermés effectivement sous cloche. Or, ici, dans le film, on nous montre que les masques ne sont pas sous cloche. Effectivement, donc je veux dire que cette bataille qui était engagée avec Afrique, avec les statues morts aussi, trouve son écho dans ce film-là. Pour Senghor, je crois que l'opportunité était là. Faisant partie, effectivement, donc des conférences des intellectuels, il devient président, après 3 tentatives, il devient président. Bon, il était donc opportun, effectivement, pour lui, on a saisi l'occasion en disant que voilà quelqu'un qui est avec nous, qui est parmi nous, il ne peut qu'assumer, effectivement, ce rendez-vous de l'Afrique. L'autre aspect avec ce film, c'est que, bon, ce qu'on appellerait un peu de reportage, on préparait la venue, effectivement. Et quand Senghor parlait de Dakar, bien après, effectivement, ce sera comme Paris en 2000, quand tu as évoqué tout à l'heure Athènes, je crois que c'était le jalon de faire du Sénégal, effectivement, le hub, comme on dit, culturel. Un lieu où se rencontreraient toutes les cultures, en tout cas, où le dynamisme culturel aurait tout son sens. Et je crois que c'est ça son idée aussi, qui fait que ce festival a impulsé effectivement toute cette dynamique-là. Qu'est-ce qu'il en reste? Je crois que sur le plan artistique, il y a l'école de Dakar qui continue aussi son chemin, qui a évolué, mais qui est toujours là, présente. Il y a effectivement toutes ces discussions, toutes ces remises en cause des écoles occidentales dans le domaine de la peinture aussi, qui a fait son chemin. Voilà. Merci. Deuxième avis et communiqué. Une voiture Ford grise AA311 DV. Bon, notre conversation, hein, vraiment, les auditeurs, il faudra payer pour ces amis-là après. Philippe, il faudra prendre. Là, le micro est où? Là. Oui, allez-y. Bonsoir tout le monde, Coquette Tangara, artiste peintre. J'aimerais, moi j'ai vu dans les photos d'archives de l'époque le visage de Abdoulaye Wade. À l'époque il avait 40 ans, si je ne m'abuse, et je pense qu'il fait partie des acteurs clés de ce festival mondial des arts nègres. J'aimerais savoir par rapport à l'avis du professeur, quelle a été sa participation active durant ce festival. Et moi je pense que son cheminement intellectuel, artistique, durant tout ce parcours ont permis, quand il est devenu président, de réaliser des choses au Sénégal, pas par rapport à Senghor, mais par rapport à lui. Juste avant même que Ibrahim Ouad réponde, en 1956, Abdoulaye Wade était au premier congrès. Il était même au deuxième, je pense, en mars 1959, je pense. Mais au premier congrès, c'est sûr, parce que sur la photo, on le voit clairement. Les cheveux n'étaient plus là, donc on peut facilement le reconnaître. Donc en septembre 1956, Ouad était là, il avait quoi, 30 ans, parce qu'il était étudiant à l'époque, donc il avait participé à... Et il y avait d'autres figures, hein, Amadou Ampateba, Cheikh Anta Diop, beaucoup qui étaient à ce congrès. Bon, mais le cheminement, je laisserai le professeur Ouad répondre à la question. Oui, allez-y. Oui, d'accord. Pour moi, c'est encore une question sur le documentaire court-métrage ici et Vieira. Donc, on a déjà parlé un peu du fait que
peut-être trop souvent, avec la négritude, on cherche trop sur le pas de Senghor. Mais avec... il y a autant de négritude qu'il y a des écrivains de négritude. Mais entre la négritude de Senghor et, par exemple, la négritude de Sembène, Verrières, ici, on le voit quelque chose qu'il a fait pour le ministère, mais à travers son carrière, à travers sa personnalité, à travers son mariage, où est-ce qu'il se trouve dans toutes ces pensées de négritude et du film dans la négritude. Et aussi son mariage avec l'écrivain aussi, Myriam Myriam, oui. En tout cas, moi je suis, c'est ma quatrième langue, je vais Myriam Warner Vieira. Mais c'est ça la question. Alors, bonsoir tout le monde. Ndiaye Aliou de nom. Alors, coach oratoire et politicien de Centre Gauche sénégalais. Alors, voilà, c'est un terme assez compliqué, mais on va expliquer. Non, c'est pas compliqué, on a compris. C'est bien clair, ok. Alors, moi, je vais parler un peu de parallélisme et intersectionnalité. C'est que, voilà, je me suis identifié comme une source d'inspiration Sembène, un peu de Senghor, du Abdoulaye Wade, mais voilà, quel autre maintenant, voilà, dans la vision du Fesman, la vision de Senghor, est-ce que les politiciens le régime en place, qui ont une fibre révolutionnaire, est-ce qu'ils portent un peu cette vision senghorienne pour une perpétuité, ou bien vous attendez à un autre courant pour qu'il mène la danse? Oui, on prend celle-là et puis on revient ici. Bonsoir, merci beaucoup pour vos éclairages. Je m'appelle Isabelle Gaille, je suis chercheuse. J'ai deux questions. La première question, elle concerne la reine-mère Oba Idia, qu'on a vue dans le documentaire, et par rapport aux restitutions. Parce que j'ai cru lire que Senghor avait essayé de faire en sorte qu'elle revienne pour ce festival. Est-ce que vous avez des éclairages dessus ou des confirmations? Et l'autre question, c'est j'ai trouvé des archives architecturales du bureau Henri Chaumette qui montrent le musée des civilisations noires tel que commandité en fait par le président Senghor. Et donc c'est un plan absolument immense avec vraiment mais énormément de choses. J'ai jamais vu. C'est comme un village immense et qui représenterait comme une vision holistique en fait des arts. Et circulaire. Est-ce que vous auriez peut-être des éclairages aussi sur ce programme-là et ce qu'il en est devenu? Merci. Je pense qu'il y a un bon lot là. Merci. Oui, Baba, c'est une contribution importante. Ça permet d'enchaîner sur Wade. Tangara, oui, Wade était en 56. Paris, ça c'est clair, il est étudiant, comme Cheikh Anta Diop, comme Sembène n'est pas étudiant, mais tout le monde sait qu'il est dans le mouvement ouvrier, artistique, intellectuel. Et il est aussi à Paris, et beaucoup d'autres. Mais pour 66, je ne sais pas quel est le rôle qu'Abdoulaye Wade a joué, parce qu'Abdoulaye Wade est rentré, je pense, au Sénégal en 1960, aller enseigner à la fac de droit, n'est-ce pas? Ensuite, militer dans l'UPS, avant de créer son parti en 1974. Mais oui, à un moment, il a été obligé il a exercé les deux. Il a été professeur et avocat. À un moment, il était obligé de choisir. Dans la loi sénégalaise, il a choisi la robe d'avocat. Mais par rapport à 1966, je ne vois pas un rôle proéminent d'Abdoulaye Wade. 56 plutôt, je pense que la confusion c'est ça. Il est bien présent en 56, et on le voit sur la photo historique. Mais dans le processus d'organisation, dans le déroulement du festival de 66, je ne l'ai pas vraiment rencontré. Évidemment, pour sauter, aller sur le lien avec le festival mondial, il avait des relations avec Senghor, d'intellectuels, de camarades de parti déjà, d'intellectuels et d'opposants. Et il dit d'ailleurs qu'il a vu ces plans-là, le plan du musée et tout. Il discutait beaucoup de culture avec Senghor.
Et tout le monde se souvient de l'épisode de sa visite à la maison de Senghor, devenue musée Senghor. Voilà, des fameux livres qu'il avait prêtés à Senghor et qu'il s'est rendu lui-même. Mais pas par rapport au festival, proprement dit, le 66. Et c'est intéressant, j'allais en parler quand Baba a parlé de 56 parce que autant Senghor était en 56, qu'il était facile pour lui de s'approprier les conclusions de 56-59, donc d'accueillir le festival, autant il était facile de sensibiliser Abdoulaye Wade en 2000 pour qu'il puisse organiser ça. Là aussi c'est d'autres. De la même façon que c'est la Société africaine de culture, l'association des festivals qui a porté le projet. Le festival de 2010, le FESMAN, qui est historiquement associé à Wade, n'était pas non plus le projet d'Abdoulaye Wade. C'est Abdoulaye Wade, le président de la République, qui prend l'initiative d'accueillir, sinon ça ne se fera pas. Mais ce n'est pas lui qui a écrit le projet, qui s'est réveillé, qui a décidé de faire le projet. Il y a eu pendant 20 ans au moins des intellectuels, des artistes qui ont agité l'idée de faire renouer le Sénégal avec des grands événements, notamment le festival, etc. Et Wade arrive en 2000. En 2002 déjà il accepte l'idée. On pensait que ça allait se faire au plus tard en 2004. Après c'était 2005, 2006, 2009 et 2010. Et comme par hasard, il était là à la conférence de 56. Donc Wade c'est plutôt 2010 et non 1966. Par contre, autre coïncidence ou autre rapprochement qu'on peut faire, son frère Moustapha, son grand frère Moustapha Wade est dans ce courant-là, il est à Paris, avant près de Wade même, mais en tout cas il se retrouve à Paris dans les années 50, il est dans ce mouvement culturel, artistique, poétique et tout, il écrit dans la presse africaine, il écrit dans le fameux numéro où les étudiants africains parlent, donc il signe un texte. Et bien, bon, il s'est taquiné dans la famille. Moustapha disait que c'est lui l'écrivain. Wade, bon, c'est plutôt le politique, c'est lui l'artiste, etc. Donc Moustapha Wade plutôt, c'est véritablement lui qui était dans ce courant de 66. Mais pas avec un rôle particulier. Donc, il était déjà dans cette mouvance d'étudiants, Fayanf et tout ça. Paulin a peut-être ces 2 ou 3 casquettes. La première, c'est celle qu'on voit ici. C'est le fonctionnaire, cinéaste, chef des actualités sénégalaises, ensuite du bureau du cinéma, qui deviendra le bureau du cinéma sénégalais. C'est pour ça que les actualités sénégalaises, le cinéma sénégalais est resté longtemps au ministère de l'Information, parce que ça vient des actualités sénégalaises. C'est aussi le cinéaste qui a sa vision des choses, qui est avec les Sembène, qui est avec les Med Ondo, entre autres. Et la négritude, encore une fois, c'est plusieurs chemins, à commencer par Césaire. Donc, Césaire répond en 66. Non seulement il en parle dans son discours, mais il répond à beaucoup d'interviews. C'est quand même une des stars, peut-être connue d'abord, et que la France ne voulait même pas voir. Ça aussi, il faut le dire. Parce que Césaire a fait quelques années après un discours sur le colonialisme. Et Césaire vient dans la délégation française. La tragédie du roi Christophe s'est présentée. Donc, on dit qu'à un moment, Senghor a tapé sur la table en disant si la France ne le met pas dans cette délégation, Césaire sera dans la délégation sénégalaise. Donc, mais Césaire, en parlant de négritude, il répond à une question un peu énervée, parce qu'il en a parlé dans son discours du 6 avril. Pour choquer, il est allé même jusqu'à dire que s'il y a un mot qui m'énerve, c'est le mot négritude. Ensuite, pour expliquer qu'on n'est pas en 1930, qu'il assume et qu'il est même heureux de ce qu'ils ont fait dans ce contexte-là, qui a permis l'affirmation des Noirs, qui a permis aux Noirs d'être reconnus, regardés et de pouvoir dialoguer. Il dit ça, c'était fondamental. Mais en 1966, on ne va pas nous fatiguer avec ces incantations-là. Et en répondant à une autre question sur l'évolution de la négritude, il dit, vous savez, la négritude, moi je ne suis pas dans le calcul des échanges. La négritude, ce n'est pas un plan quinquennal. C'est exactement ce qu'il a dit. Donc, l'évolution doit suivre le rythme du monde, le rythme de la vie, le rythme de la créativité africaine, et même nous surprendre, nous les fondateurs. Donc, voilà. Il n'y avait pas une seule voix. Et c'est contre celle-là, c'est que celle que Senghor a creusée, que beaucoup se sont élevés. Donc, y compris ceux qui vont s'adresser à partir des années 68. Donc, la négritude, c'était plusieurs. Voilà, c'était... pour reprendre Senghor, ce n'était pas il disait ce n'était pas un mouvement ou une dynamique constituée. C'est quelque chose qui était en évolution constante, en mouvement constant. L'essentiel, c'est qu'on s'entende qu'il y a une base culturelle africaine, qu'il y a une unité culturelle africaine, mais que tout le reste était une dynamique. Chacun devait pouvoir
y puiser pour se construire son destin. Maintenant, je ne suis pas spécialiste de Vieira, encore moins de ses relations privées ou matrimoniales, si je peux en parler. Donc, oui, pour la question de la restitution, elle est effectivement posée en 1966, et c'était très intéressant parce que l'exposition du musée dynamique reposait sur ces objets-là. Et le musée dynamique devait réunir au moins 500 objets. Je pense qu'il y en a eu autour de 800. Et certains avaient peur. Certains collectionneurs, certains musées ne voulaient pas donner les objets. Parce qu'il y avait ce débat. Est-ce qu'ils allaient les retrouver, etc. Donc, pour certains, il a fallu des garanties pour dire non, vous allez les retrouver. Parce qu'on va vous restituer. Il y a eu des engagements. Parce qu'effectivement, ce débat était déjà posé. Et certainement, il y a des objets qui ne sont pas venus parce que les gens craignaient de ne pas pouvoir retrouver leurs objets. Alors, qu'est devenu le plan de Senghor? Là, c'était des arts. Bon, il n'a pas pu se faire. Il y a une interview d'un des architectes de Senghor, cette période-là, je pense que c'est Thierry Mulot, dans l'ouvrage Dakar qui vient de parler. L'ouvrage Dakar, pas celui qui vient des Avéricourt, il explique un peu ce qui s'est passé et qui a fait que ce projet-là n'a pas pu aboutir. Wade dit qu'il a vu ses plans, mais ce n'est pas certainement le plan directeur du musée de civilisation. Donc, qui est aussi notre histoire, qui se greffe à la première, mais qui a évolué autrement. Bon, je pense que j'ai répondu. Ce que le projet de Wade réalisé a en commun peut-être avec le plan de Senghor, c'est peut-être la forme circulaire. Voilà. Le reste, peut-être rien de commun. Pour revenir à Césaire, mais Césaire, dans le comité d'organisation, était dans côté sénégalais. Hein? Sénégal, l'ami France, et puis il y a le comité d'organisation, Aimé Césaire en premier, et puis on a parlé de Moussa Fawad, il était dedans, et puis les autres, Souleymane Sidibé et Maurice Sonar Senghor. Sur Paulin, bon, Paulin, quand Paulin a fini ses études à l'IDEC, il a d'abord fait une demande à son pays d'origine. Dahomey à l'époque. Et il n'a pas eu de réponse. D'ailleurs, dans les archives que Stéphane Vieira, son fils, montre dans les expositions, il y a une copie de la lettre qu'il a adressée à son pays d'origine pour aller servir là-bas après ses études. Il n'a pas eu de réponse. Et Senghor, sachant que, bon, voilà un cinéaste qui formait et que lui était au début de la mise en place du bureau d'une politique culturelle, mais avec le cinéma comme élément constitutif de cette politique-là. Il a saisi Parlement et puis il a appelé Paulin Soumanou Vieira, qui est devenu le directeur des actualités sénégalaises, qui gardait tout le matériel institutionnel qui a permis de faire même les premiers films sénégalais. Jusqu'en 1975. Et en 1975 d'ailleurs, c'est Paulin qui dessine le plan, imagine le plan du Centre national de la cinématographie. Parce que 2 ans avant, la question du Centre national de la cinématographie avait été posée. D'ailleurs, Mamadou Seyni Mbeng en parle dans son document sur les politiques culturelles, parce que l'UNESCO avait demandé à des experts de faire des documents sur les politiques culturelles nationales, et dans ce document pour le Sénégal, c'était évoqué. 2 ans après, Paulin avait imaginé un centre national avec tout ce qu'il y a comme bâtiment, des archives, politique cinématographique. Bon, ça n'a pas été... ces documents-là existent dans les archives de Paulin. Donc le rôle de Paulin a été à la fois institutionnel, administratif, mais aussi il a réalisé... on totalise aujourd'hui 32 documentaires sur différents aspects de la vie. On a parlé de l'homme, mais il y a Une nation aînée, il y a Afrique sur scène avant. Il a réalisé beaucoup de documentaires. Et le seul film de fiction qu'il a réalisé après sa retraite, en 1981, qui vient d'être restauré. J'ai eu
chance de voir la version restaurée à Carthage cette année. J'espère que cette année, avant la fin de l'année, on verra ce film qui s'appelle En résidence surveillée, qui est très très actuel. Mais faute de moyens, il fait jouer sa famille. Il fait jouer Myriam Warner-Vieira, il fait jouer ses enfants, il fait jouer sa mère, parce qu'il n'avait pas les moyens de trouver tous les comédiens. Il fait jouer Issegnan, il fait jouer Céline Diaye Gonzalez, Joseph Sané. Parmi eux, il n'y a que Céline Diaye qui est vivant aujourd'hui, et puis les enfants de donc, Paulin a été central à la fois dans le politique institutionnelle du cinéma, mais aussi dans le cinéma sénégalais tout court. Il a écrit des ouvrages. Il a écrit un livre sur l'histoire du cinéma africain, il a écrit un livre sur Sembène, il a écrit un autre sur le cinéma sénégalais. Donc, oui, un personnage central dont on a célébré le centenaire l'année dernière. Il a fait une communication, il a participé au colloque, celui qui a fait la communication sur le cinéma africain. Sur le cinéma africain en 1966. Et il a beaucoup écrit, et beaucoup de manuscrits restent encore dans les archives qui sont à Indiana. Il y a encore un autre débat sur la présence de ces archives de Sembène et de Paulin à Indiana, parce qu'elles seraient mieux gardées là-bas, parce que nos États ne sont pas réactifs, n'ont pas encore de politique liée à ces archives-là, à ce patrimoine. Donc, oui, Paulin. Oui. C'est pour revenir au musée Abdoulaye Wade, parce qu'il y a une première, je l'ai dit, je pense, le premier site du musée c'était sur la corniche, n'est-ce pas, à la hauteur du bloc des Marlènes. Quand Wade posait la première pierre, il y a une première pierre posée officiellement avec une délégation américaine, de David Robinson et autres, en juillet 2003. Et Wade disait à l'époque, son rêve, c'est que dans quelques décennies, voire dans quelques siècles, que les jeunes Sénégalais ou Africains qui passeraient devant ce musée disent cette chose, cette phrase. Senghor l'a rêvé, Wade l'a réalisé. Voilà, donc je tenais à rappeler ça. Ça fait quand même, c'est maintenant de l'histoire, ça fait 23 ans. Autre chose, on a beaucoup parlé de Césaire et du Sénégal. La tragédie du roi Christophe, qui est joué pour la première fois en Afrique, ça va avoir des conséquences intéressantes, parce que puisqu'on parle de résonance, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce que ça a donné après. Parce qu'après cela, deux comédiens phares de cette pièce sont restés au Sénégal. Deux Haïtiens, le couple Lucien et Jacqueline Lemoine, qui ont été des pièces majeures après la vie culturelle sénégalaise, hein, je pense. Journaliste, formateur au CECI, émission à la télévision, pensionnaire de Sorano, etc. Ils sont pas les seuls. Celui qui a fait le livret, le spectacle dont on parle, le spectacle de Gorée, le son et lumière, ce qu'on appelle le spectacle féerique de Gorée, qui réunit un peu les trois continents, puisque l'histoire de l'esclavage, Afrique, Europe, Amérique, c'est Jean-Fernand Prieur, qui après est revenu au Sénégal, qui est resté au Sénégal, qui a été même conseiller du ministre de la Culture, qui a été directeur des Arts et Lettres, qui a beaucoup animé le cahier Arts et Lettres du Soleil. Ils sont nombreux. Roger Dorsainville. Voilà, le dernier, c'est le dernier de Moïcan, je pense que Gérard Chenet, qui est décédé récemment, dont on connaît l'œuvre à toi, Roger Dorsainville, conseil littéraire. Entre les mains de qui, combien de manuscrits sont passés, notamment le fameux roman de Ken Bougou. C'est lui qui aurait suggéré à Maria Toumbaye de choisir le pseudonyme Ken Bougou. Donc il y a beaucoup. Les résonances, il y a plusieurs niveaux en fait. Notamment cette communauté haïtienne qui s'est fondue dans la vie culturelle sénégalaise. Avec Douta Seck comme acteur comédien de cette pièce. Je ne sais pas s'il y a... Edouard Saint-Ville a écrit un très beau livre sur Dakar, que je recommande. Ah oui, le micro, il y a... Oui. Oui, merci beaucoup. Moi, je veux parler d'une personne dont on parle beaucoup, mais dont on ne dit pas est-ce qu'il était présent. Parce que, intellectuellement, il était présent pendant le festival. C'est Cheikh Anta Diop. Mais, à ma connaissance, il n'a pas participé aux travaux. Et lorsque
le colloque a conclu que les deux personnes qui ont le plus marqué le monde noir au XXe siècle, c'était W.E.B. Du Bois et Cheikh Anta Diop, Senghor l'a très mal reçu. Ça, c'est avéré. Or, Cheikh Anta Diop, pour parler de sa relation avec l'autre grand politicien de ce pays, puisqu'il a été également président de la République, Abdoulaye Wade, contrairement à ce que j'ai entendu ici, Abdoulaye Wade, le premier parti auquel il est adhéré, c'était le second parti créé par Cheikh Anta Diop après sa thèse, après son retour au Sénégal en 60. Il a d'abord créé le Bloc des masses sénégalaises, que Senghor a interdit. Et immédiatement dans la foulée, il a créé un second parti qu'il a appelé le Front National Sénégalais. Cheikh Anta Diop, qui était le FNS. Donc Abdoulaye Wade était le trésorier général. Alors, Senghor avait compris que Cheikh Anta Diop était la vraie menace parce que c'est le seul qui avait un programme alternatif par rapport à son programme france-africain ou eurafricain, comme il disait. Et donc, il a appelé Cheikh Anta et il lui a dit, écoute, tu sais bien que ce pays finira entre tes mains, mais tu ne peux pas, il faut me laisser faire ce que moi je veux faire, et après, tu prendras le relais. Donc je te propose de dissoudre ton parti dans le mien. Je te donne 4 portefeuilles ministériels pour tes hommes, 2 ministères pleins et 2 secrétariats d'État, et le quart de l'Assemblée nationale, soit 20 députés sur les 80. Cheikh Anta lui fait savoir qu'il n'est pas intéressé. Et lorsqu'il rencontre à la direction de son parti, le Front National Sénégalais, dont Wade est le trésorier, de son entretien avec Senghor, Wade rend sa démission en lui disant, tu sais toi, tu es un rêveur. Tu fais de la politique, mais tu n'es pas intéressé par le pouvoir. Moi, c'est le pouvoir qui m'intéresse. Et il démissionne de ses fonctions de trésorier pour rejoindre l'UPS de Senghor. D'accord? C'est important de le comprendre parce que lorsque Senghor va être acculé à une ouverture démocratique suite notamment aux événements de mai 68, mais aussi à la montée d'une opposition, notamment celle du PAI, parce que Cheikh Anta, lui, quand on a éliminé Mamadou Dia, il a créé, dans le cadre du FNS justement, une alliance avec les diaïstes, les partisans de Mamadou Dia, qui n'avaient pas été arrêtés. Et il y a eu un problème, c'est que Senghor a expliqué qu'il ne peut pas, alors que Dia a tenté un coup d'État contre lui, alors que c'est lui qui a fait en fait un coup d'État. Ça, c'est l'histoire, la cuisine intérieure de la politique sénégalaise. Mais pour faire court, Cheikh Anta a juré que tant que Mamadou Dia serait en prison, après la dissolution de son second parti, qu'il ne créerait pas de troisième parti. Tant que Mamadou Dia ne serait pas libéré, puisque les diaïstes avaient fondé le FNS, le Front, avec lui. Ça a pris 12 ans. Hein? On l'a renversé en 62, on l'a libéré en 74. Mais dès qu'il l'a libéré, le serment qu'il avait fait ayant été levé, il a voulu reconstituer le Rassemblement National Démocratique avec les diaïstes. Ça n'a pas abouti parce que Senghor a refusé de reconnaître ce parti. Et Cheikh Anta, à ce moment-là, a développé sa thèse que l'existence d'un parti politique ne dépend pas du bon vouloir de son opposant, de son adversaire. Et que nier l'existence du soleil n'empêche pas qu'il fasse jour. C'était ça l'image qu'il donnait en Wolof dans les meetings. Et donc, il a dit, on y va, et on ne rentre pas dans la clandestinité, contrairement aux partis bolcheviques et marxistes-léninistes et tout, de l'opposition classique. Et lorsque le parti a commencé à se développer, a créé son journal, on a interdit le journal, il a changé de nom. Bon, les Sénégalais connaissent ces anecdotes-là. Il a dit à Mamadou Dia, maintenant que
tu es amnistié et rétabli dans tes droits politiques, il faut dire à tes partisans de rallier notre parti commun. Donc, puisqu'il était cofondateur du... Et Mondilla a eu cette réponse, ça aussi c'est important historiquement, mais ça va, a eu cette réponse. Il lui a dit, tu sais, un ancien président du Conseil comme moi ne peut pas être membre d'un parti illégal. Je ne peux participer, adhérer qu'à un parti légal. Or, Senghor, jusqu'à sa chute, enfin jusqu'à son départ, disons, n'a jamais reconnu le dernier parti de Charles de Gaulle. C'est son successeur, Abdou Diouf, qui dans le cadre de ce qu'il a appelé l'ouverture démocratique, a commencé par reconnaître le RND avant de reconnaître l'opposition marxiste-léniniste. D'accord? Donc, ceci pour dire que quand on rétablit, quand on informe les jeunes ou des compatriotes, des étrangers qui ne connaissent pas le dessous des cartes de notre histoire, surtout à l'oral, quand ce n'est pas à l'écrit, il est important de rétablir la chronologie exacte des faits, afin de savoir qui est qui et qui a fait quoi. D'accord? Ça, je pense que c'est important. D'autant que Abdoulaye Wade, lorsqu'il va arriver au pouvoir, et où il va faire 2 mandats, vous avez vu ce qu'il a fait du pays. Il n'avait pas de projet pour le pays. Il n'avait de projet que pour sa propre personne et, semble-t-il, son fils comme successeur désigné. Vous voyez? Comme la plupart des potentats de tous les pays du monde. Merci. Merci. Ouais. Bon, s'il y a... Ouais, je pense qu'on est... Les avis communiqués, bon, après je vais laisser Philly à la fin donner des informations sur la suite de ce programme qu'on a commencé il y a 2 mois, en février. On a déjà tenu un certain nombre d'activités, une conversation introductive, la projection d'un film, de panel. Oui. Bon, tu veux réagir à ça? Oui, d'accord. Non, mais Diallo, on ne peut pas faire tout le débat en même temps. Moi, comme tu le sais, je suis peut-être même passionné d'histoire politique que d'histoire culturelle. Pour moi, les deux sont liés dans tous mes travaux, c'est des va-et-vient. Est-ce que le Front National Sénégalais a été reconnu officiellement? Voilà pourquoi j'en parle pas. Aussi simple que ça. Le BMS était reconnu, Senghor s'est débrouillé pour le casser en faisant fusionner une partie du BMS avec l'UPS au congrès de 1963 au cinéma à l'Akbar. J'y étais pas, mais je connais l'histoire. Alors, je dis à Blaïwad, il arrive, il va à l'UPS, parce que pour moi, c'est ça la chronologie. Je ne vais pas dire qu'il est passé par tel groupe, tel cercle, c'est au raccourci. Puisque le FNS, je connais l'histoire, mais puisque ce n'est pas un parti reconnu. Voilà, c'est la raison pour laquelle je ne me suis pas arrêté sur ça. Donc, Ablaïwad va à l'UPS, il va même être un candidat pour contrôler la section de l'Ukébémer après qu'ils sont partis. Donc, je préfère, dans un débat sur le Festival mondial, faire ces raccourcis-là. Mais là, dans un débat sur les labyrinthes de l'histoire politique du Sénégal, il n'y a pas de problème. On va tout déployer, tout déplier. Oui, non, mais je ne peux pas aussi faire la chronologie ou plutôt la généalogie de chacun juste en passant. Mais vous avez raison, c'était important de souligner par contre que Cheikh Anta Diop n'était pas au Festival mondial, en tout cas aux festivités officielles. Ça, c'était important de le souligner. Donc, et c'est pour ça. Il n'a pas été invité. Oui, forcément. Et on peut imaginer pourquoi. Et c'est pour ça que ce prix a eu le retentissement qu'il a eu. Ça aussi, il faut le dire. Voilà un invité dont l'ombre plane sur l'instance la plus prestigieuse, le prix le plus prestigieux. Ça aussi, c'est important de le souligner. Tous les autres étaient là. Ils ont reçu leur prix le 7 février, le 7 avril sur la scène de Solano. Donc voilà, ça c'était utile à préciser. Mais FNS, Mamadou Dia, tout ça, peut-être pas forcément. Ça, on va faire d'autres débats sur ça. Effectivement, moi je suis entièrement d'accord qu'il y a beaucoup de points noirs, beaucoup de choses qu'on travestit au bout de 20 ans, 30 ans, on change complètement l'histoire et tout. Voilà, je suis parfaitement d'accord, mais je ne peux pas m'arrêter sur ce détail-là. Il faudra peut-être le lien entre histoire politique et histoire culturelle un jour, pour sortir tout ça, pour relire tout cela. Je ne sais pas, il n'y a plus de questions.
bon, il est 20h15, donc on peut... Il y avait la question sur le premier film de La Noire 2. Si, je pense qu'il... Oui, c'était sur l'ambivalence Senghor, et qu'il a... Pourquoi le prix, alors qu'il avait des divergences idéologiques avec Senghor. Je pense que c'était ça le sens. Diallo a répondu. Bon, moi j'ai essayé de répondre, mais Diallo a répondu en montrant que le jury était quand même indépendant. Ouais. C'est moi qui a choisi la loi. C'est pas... Et puis, indépendant aussi, si ça a fait mal à Senghor que Cheikh Anta ait eu ce prix, c'est que bon, il n'avait pas de main sur les gens qui décidaient. Hein? Sinon, si c'était Senghor, peut-être qu'on aurait juste dit W.E.B. Du Bois, et puis pas Cheikh Anta. Senghor ne peut pas imposer sa volonté à Césaire. Non, mais c'est parce que c'est surtout la nouveauté, en fait, de ce film-là. Et la Noire 2, effectivement, ça révélait effectivement les talents d'un cinéaste. Alors qu'au départ, effectivement, il y a eu des films, mais c'était surtout des documentaires, des reportages, etc. Et voilà que Saint-Benari, avec un film qui est comparable au voleur de bicyclette. Parce que quand on voit effectivement ces deux qui ont été privés de leur instrument de travail, je crois qu'il y avait là, et puis la simplicité, la profondeur surtout de ce film. Moi, à chaque fois que je vois ce film, j'ai d'autres révélations, d'autres explications quand même, aussi bien sur Dakar, aussi bien sur la manière, et même la psychologie, effectivement, de ce personnage-là, qui est un observateur, qui n'agit pas, mais qui subit, effectivement, les aléas, les difficultés de la vie quotidienne. Donc, il y avait là quelque chose de très révélateur, d'innovant dans ce film, que je crois qu'un jury ne pourrait ignorer. Même s'il y a une critique effectivement acerbe de la France, mais ce sont les qualités esthétiques, ce sont les propos qui font la valeur quand même de ce film-là, qu'il est bon d'étudier jusqu'à présent. Comment il a été reçu à cette époque-là? Ben, au moment du festival. Je n'étais pas là. Non, j'étais à Saint-Louis. J'étais né, mais seulement j'étais absent de ce festival-là parce que j'étais à Saint-Louis, à Dakar. Mais c'est après, la réflexion, c'est après la révélation de ce film-là. On a beaucoup écrit sur ce film, on a beaucoup commenté. La dernière critique que j'en ai faite, c'est apparaître, effectivement, c'est avec le prochain livre qui va sortir, commandité par la Cinémathèque Afrique, où j'ai revu ce film-là, et qui, il me semble, comme je l'ai dit, quand même, qui retrace l'évolution d'abord de la ville de Dakar, partie du périurbain, passant par la Médina, ensuite la ville européenne, et qui est en boucle, qui revient sur le périurbain. Un film où, effectivement, on nous montre que la place publique et la place privée, en tout cas dans le périurbain, ne font qu'un. En voyant ce tisserand qui se sert de la rue comme son atelier, effectivement, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre le privé, son atelier, le faire, et la rue, où, effectivement, Sembène, dès à l'entame de ce film-là, nous montre qu'il y a l'intime et le public. Parce que jamais la caméra ne pénètre dans la chambre du charretier. Elle est dans la cour. Donc ça veut dire qu'il y a une discrétion, il y a un respect de l'intime qui est là dans ce film-là. Mais également les transformations de cette charrette, qui part effectivement du transport en commun, qui se transforme en ambulance, en transporteur de moules, en effectivement corbillard. Finalement, c'est autant d'évolutions quand même qui sont présentes dans ce film-là. Je crois qu'il faut continuer à étudier effectivement comme ça va être, et surtout ces jeunes qui vont dans le cinéma, malgré son apparence de simplicité, mais c'est un film très complexe et qui touche à beaucoup de problématiques aussi. On revient
Merci. Alors une dernière chose que je voulais ajouter sur la Noire 2, c'est que quand on regarde les critères qui avaient été définis pour filmer, il n'y avait pas beaucoup de possibilités, d'autres possibilités. C'était dans le contexte, c'était le premier long métrage. Bon, aujourd'hui on va dire moyen métrage parce que c'était un film d'une heure, réalisé par un Sénégalais, 1966. Et dans les critères, il est écrit que ça devait être parlant en français ou en anglais. Ce qui est en français pour le cas du film. Donc il y avait des critères qui, quand on les mettait ensemble, désignés, il n'y avait pas beaucoup d'autres possibilités. Et puis la thématique du film, La Noire 2, cette confrontation entre guillemets entre cet esprit colonial et cette jeune femme qui se suicide à partir d'un fait divers, parce que le fait divers s'est vient de la rue dans un journal je crois Nice Matin, et puis il en a fait un film. Et puis c'est une nouvelle d'abord qu'il a adaptée. Donc oui, l'un dans l'autre, il n'y avait que La Noire 2 pour remporter ce prix. Si on avait peut-être primé un autre, ça aurait été peut-être à la limite politique ou idéologique. Mais Senghor n'avait pas de prise sur un quelconque jury pour ces prix-là. Alors, Philly, c'est bon? Donc, merci de nous avoir suivis et on va continuer au mois de mai. Le 22 mai, pour l'école de Dakar. Et puis, bon, ce sera 2 panels, École de Dakar et École de l'art. Des arts. Le 5 juin, ce sera sur l'architecture et le patrimoine. Et pour le 2 et 3 juillet, on aura sur le cinéma et la biennale. Le cinéma ne fait pas pour. C'est ça? Oui. Donc merci et bonne soirée à toutes. Merci à Ibrahima Wane. Je vous demande vraiment de parce que ils disent que j'ai co-construit le programme, mais en réalité Ibrahima Wane est aussi dans la construction de tout ce programme-là. Et donc il est à la fois acteur et expert dans tous les panels que nous organisons. Donc merci.